L'Égypte connaît actuellement une atmosphère favorable à l'investissement, surtout l'investissement étranger direct. L'infrastructure de l'Égypte est capable actuellement d'accueillir ces investissements. Également, il existe sur le terrain une vision de l'Égypte 2030 afin de réaliser un programme détaillé de réformes économiques et également une réforme financière et également en ce qui concerne les méga-projets, il existe sur le menu plusieurs méga-projets. Quelques-uns ont été déjà réalisés, d'autres en voie de réalisation et une gamme de projets seront réalisés ou sera réalisée dans l'avenir. Afin de mieux parler de ce dossier très important, l'économie et le commerce en Égypte actuellement, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Nagwa Tariq, conseillère juridique et également conseillère d'investissement. Bienvenue à notre programme. Merci, enchantée. Alors, comme on a dit au début, le climat est favorable pour les investissements directs en Égypte. Ce ne sont pas nos paroles, mais ce sont les estimations des grandes institutions financières et économiques autour du monde qui louent la performance économique égyptienne actuellement. Plusieurs étapes ont été prises et un programme détaillé de réformes économiques a été mis en œuvre afin de réaliser cette vision de l'Égypte 2030. Selon vous, quels sont les points les plus importants qui ont contribué à ce que l'atmosphère soit favorable aujourd'hui à l'investissement? Ça va. Tout d'abord, pour aborder le sujet de l'investissement en Égypte, il faut qu'on parle sur l'investissement au sein de l'Égypte, premièrement, et deuxièmement, l'investissement entre l'Égypte et les autres pays. Premièrement, selon l'investissement en Égypte, premièrement, si on va parler depuis 2016 jusqu'au 2021, il y avait beaucoup d'évolutions qui a été mises en place. Par exemple, en 2016, on a pris l'emprunt de Fonds monétaire international qui a causé effectivement une évolution de la monnaie égyptienne. Et après ça, en 2019, l'Égypte a présidé l'Union africaine. Et après cela, en 2017, l'Égypte a promulgué la nouvelle loi de l'investissement numéro 72 pour l'année 2017. Premièrement, qu'est-ce que l'investisseur a besoin pour investir dans un État, pas seulement en Égypte? Oui. Il a besoin, premièrement, sécurité. Deuxièmement, transparence. Troisièmement, d'un régime politique et économique qui est fixe, qui est stable. Et quatrièmement, un régime juridique et effectivement un régime institutionnel qui est bien mis en place. Donc, à l'époque, il y avait des lacunes qui étaient en place pour un investisseur pour investir ici en Égypte. Après, ce qui a fait monsieur Abdel Fattah el-Sisi, monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi, il a mis en place, il a comblé les lacunes qui étaient dans législative, les institutions. Si on va parler premièrement de la réforme législative. Premièrement, il y a la promulgation de la loi numéro 72 pour l'année 2017. Oui, qu'est-ce qu'elle stipule, cette loi? Cette loi a réglé beaucoup de problèmes qui envisagent l'investisseur. Comme quoi? Comme régler les litiges et les conflits d'investissement. Comme quoi? Comme par exemple, si l'Égypte, dans les dernières 10 années ou 7 années, il y avait que l'Égypte, entre les États, si elle va faire un accord contractuel, par exemple, l'une des parties ne respecte pas l'une des provisions contractuelles, l'autre partie va directement à l'Union centrale ou le centre commercial international à Paris, ça c'est d'arbitrage, et ils rendent des décisions qui sont tellement défavorables pour l'Égypte. Oui. Donc au sein de cette loi, ils ont fait établi des nouveaux comités
ces comités-là ont pour un effet ou a pour devoir de éliminer les conflits qui sont entre l'Égypte et les autres pays. Par exemple, s'il y a un conflit qui s'est mis entre l'Égypte et l'autre pays, donc cet comité, ils vont devoir aller à cet comité-là pour qu'ils puissent rendre une décision amicale, pas d'arbitrage, au lieu d'aller vers les centres d'arbitrage international. Et ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour établir une société en tant qu'investisseur, maintenant, les procédures sont devenues tellement rapides, tellement faciles. Il y a la transparence et je crois qu'il existe actuellement ce qu'on appelle le système de guichet unique. Ça, alors ça a aidé, hein? Oui, ça c'est selon la nouvelle loi de l'investissement numéro 72. Effectivement, ils ont élaboré le guichet unique ou le seul guichet. Ça c'est selon qu'il a à l'autorité générale des investissements et des free zones. Ça c'est une autorité. Il n'a pas besoin d'aller d'autre part pour établir sa société. Oui, également, je crois que le renouvellement et la mise à jour de l'infrastructure en Égypte a beaucoup aidé à mettre cette atmosphère vraiment au pied de cet appel à l'offre et à attirer les investissements étrangers, puisque on a connu vraiment un renouvellement et une élaboration en ce qui concerne les réseaux de routes, l'énergie et également faciliter un peu cette infrastructure pour fonder et pour établir de nouvelles sociétés. Concernant l'infrastructure et les projets d'infrastructure, d'énergie, maintenant, Son Excellence, M. Abdel Fattah el-Sisi, il met en lumière les générateurs électriques qui à énergie nucléaire, au lieu d'utiliser le carbone, la méthane, le pétrole, le gaz naturel, qui sont des gaz tellement émettrices d'effet de serre, et qui va affecter le réchauffement climatique. Et ça, c'est M. Abdel Fattah el-Sisi, il a mis en lumière dans le COP 26. On opte pour l'économie verte actuellement, tout ce qui préserve et protège l'environnement. Oui, exactement. Comme le projet de Dabra, comme le projet entre Égypte et l'Afrique. Ce sont un projet qui est hydroélectrique, qu'on va utiliser les barrages pour la production d'électricité. Quand même, si on va parler concernant les services routiers, il y a une route qui va relier le Caire, le Cap du sud de l'Afrique, jusqu'au Caire, le nord de l'Afrique. Il y a encore, l'Égypte a fait un accord avec le Mali, ça c'était en 2014, pour l'agriculture des terrains de 150 Fedan. 150 000 ou 150 Fedan seulement? 150 Fedan, c'était en 2014. Mais concernant l'infrastructure, ici en Égypte, ça a beaucoup amélioré. Et puis, ça a affecté le DB comme Doing Business, qui, concernant le Banque mondiale, c'est devenu 116 maintenant. Et ça affecte quand l'investisseur observe ce pourcentage-là. Ça donne une influence que l'Égypte, c'est un bon environnement pour investir en... Oui. Alors, en ce qui concerne l'énergie, l'Égypte opte pour l'énergie renouvelable, l'énergie verte. Il existe les parcs éoliennes, il existe également plusieurs sources de cette énergie et un climat favorable, comme on a dit, une politique encourageante, les énergies renouvelables. L'Égypte figure en bonne place sur l'indice Renewable Energy Country Attractiveness, et ça c'est un des indices les plus importants pour non seulement l'énergie renouvelable mais également pour les éléments de l'économie verte. Un commentaire.
L'Égypte avance dans sa stratégie énergétique durable. C'est ce qu'a vient de confirmer l'indice RECAI qui place le pays au 19e rang sur 40 des pays les plus attractifs dans le domaine des énergies renouvelables. Il s'agit d'un rapport qui mesure l'attractivité de chaque pays en se basant sur sa capacité à exploiter l'énergie renouvelable, son infrastructure et la disponibilité de financement. En fait, le progrès réalisé par l'Égypte est dû à une stratégie à plusieurs volets visant à faire du pays un acteur majeur dans le domaine des énergies renouvelables en diversifiant le mix énergétique et en réduisant les émissions de gaz pour faire face au changement climatique. La production totale d'électricité renouvelable en Égypte est estimée à 7000 MW. En effet, l'Égypte entend porter la contribution des énergies renouvelables dans la production de l'électricité à 20% d'ici 2022 et 42% d'ici 2035. En 2035, l'énergie éolienne devrait fournir 14% de l'électricité, l'énergie hydraulique 2% et l'énergie solaire 25%. L'Égypte peut produire au maximum 30 gigawatts d'électricité à partir de l'énergie éolienne et 60 gigawatts à partir de l'énergie solaire. Concernant l'énergie solaire, l'Égypte dispose d'un fort potentiel avec un ensoleillement moyen de 2800 à 3200 heures par an et une irradiation solaire comprise entre 1970 et 3200 par an. Le complexe solaire de Mbane dans le gouvernement d'Assouan est considéré comme l'un des plus grands au monde, ayant une capacité de production de 1400-605 MW et des investissements dépassant les 1,5 milliard de dollars. Autre projet prometteur, le projet d'énergie solaire à Komombo, un investissement de 250 millions de dollars, ainsi que les projets d'énergie éolienne des régions de Zafarona et de Gabal el-Zayt sur la côte de la mer Rouge. Dans un communiqué publié le 14 octobre, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD, l'un des financiers de la centrale solaire de Bembane, signale que la centrale de Bembane a adressé un message aux investisseurs du monde entier, à savoir venir en Égypte et avec l'expérience technique dont vous avez besoin, vous serez traité équitablement par le gouvernement et aurez un projet applicable à long terme. La croissance économique en Égypte a été forte et résiliente. Elle l'est toujours depuis les réformes économiques engagées en 2016. L'Égypte est parmi les rares pays africains qui ont enregistré une croissance positive en 2020. Et le secteur de l'énergie renouvelable connaît vraiment des investissements accrus, que ce soit des investissements égyptiens ou venant de l'étranger, afin de mieux parler et expliquer l'importance de ces éléments. Nous avons l'honneur d'accueillir au studio avec nous aujourd'hui notre invitée Nagwa Tariq, conseillère juridique et également conseillère d'investissement. Bienvenue encore une fois à notre programme. Merci. Nous étions en train de dévoiler les éléments ou les points les plus forts qui ont attiré les investissements étrangers et qui marquent la réforme économique actuellement en Égypte. Effectivement, quand j'avais dit il y avait des défis qui envisagent l'investisseur étranger pour s'investir et pour injecter les capitaux en Égypte. Parmi ces défis-là, il y avait la bureaucratie institutionnelle, il y avait on a besoin de réformes juridiques, on a besoin de stabilité politique, économique et juridique. Oui. Encore, il y a une chose qui est tellement importante, c'est la disponibilité des capitaux. Parce que par exemple, comme les compagnies, les sociétés petites et moyennes, peut-être qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas la capacité de financer leur activité pour le moment. Donc, on a élaboré la loi 25 pour l'année 2020 pour qu'on puisse effectivement financer ces sociétés-là, pour qu'elles puissent être au sein de la société. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la stabilité politique. Parce qu'avant 2016, il n'y avait pas du tout une stabilité politique. Mais après 2014, après deux révolutions,
on a bien atteint la stabilité politique parce que l'investisseur, il craint bien qu'il injecte ses capitaux dans un État ou dans un pays qui craint d'être bouleversé en un clin d'œil. Donc, c'était une des points les plus importants pour un investisseur. Je voudrais également parler de la performance de l'Égypte en 2020-2021, malgré les défis et également les effets qui pèsent sur le monde entier à cause du Covid-19. L'Égypte a pu vraiment être résiliente et a pu résister à ces défis et elle est sortie avec un taux de développement élevé et pas attendu. Une des rares puissances en Afrique qui a pu le faire et a pu vraiment survivre cette crise. Selon vous, comment l'Égypte a su sortir de cette crise triomphante? Effectivement, cette exception, ce n'est pas seulement en Afrique, mais dans tout le monde, parce que pendant la pandémie, il y avait toute l'économie mondiale, c'était tellement gâté, c'était pas correct comme l'économie égyptienne, qui par contre a attiré beaucoup d'investissements de différents secteurs comme l'immobilière, l'infrastructure, des services, des produits. Dans tous les secteurs. Le tourisme qui faisait partie de PIB avec 5,5% avant et qui a été vraiment, ou 25%, qui a reculé à 5,5% uniquement. Oui, c'est vrai. Et à part de la tourisme, l'infrastructure, la commerce, les services, dans tous les secteurs quelconques. Et c'était tellement bizarre parce que par rapport aux autres économies mondiales, c'était l'Égypte qui attire tous les investisseurs. Et parce qu'avant cela, il y avait des réformes économiques et juridiques. Parce que la justice, c'est un critère qui est tellement important pour un investisseur. Vous savez ça parce qu'un investisseur, il craint bien, il a des craintes que, par exemple, un juge égyptien rend une décision qui est en faveur d'un national. Mais ici en Égypte, les juges égyptiens et la justice, c'est tellement correct. Et en rendant une décision, c'est une décision qui est tellement juste. Oui, vous avez mentionné les petites et moyennes entreprises. Il existe actuellement un système de financement afin de soutenir ce genre de société, surtout les jeunes entrepreneurs et les femmes au foyer, les financer et également aider au marketing de leurs produits. Tout un programme qui a été mis en œuvre afin de garantir une bonne maîtrise et qui garantit également une bonne gouvernance d'un tel projet, d'une telle initiative parrainée par le président Abdel Fattah el-Sisi. Oui. En tant que petite et moyenne entreprise, comme j'ai mentionné avant, elles n'ont pas le financement de financer ou d'injecter des capitaux dans leur société. Donc, j'ai dit avant qu'il y a une loi qui a donné cette possibilité-là à ces sociétés. Il y a une modification à la loi de Banque centrale. Il y a effectivement la stratégie nationale qui a été élaborée par son Excellence, M. Abdel Fattah el-Sisi, qui a mis en vigueur des articles ou des provisions que la femme égyptienne doit prendre une place dans la société égyptienne. Quoi que ce soit concernant la magistrature, que ce soit dans les postes élevés, que ce soit ministère, pour atteindre 2030 en appliquant cette stratégie de 2030. Monsieur le Président a eu aujourd'hui une rencontre avec le Premier ministre et également le ministre de l'Habitat. Au cours de cette rencontre, ils ont discuté de la nouvelle capitale administrative et également de tout ce qui a été achevé en ce qui concerne ce méga projet égyptien. Monsieur le Président a donné ses directives que le gouvernement commence une période d'essai à la nouvelle capitale administrative, au quartier administratif et gouvernemental qui se trouve là-bas, une période de 6 mois afin de bien ajuster cette expérience pour le bien de l'Égypte.
une nouvelle capitale, cette capitale administrative, quelles sont ses capacités et comment un projet pareil peut-il vraiment contribuer à la performance économique positive de l'Égypte? En tant qu'une capitale qui est construite au sein du désert, donc ça peut attirer les investisseurs, ça peut donner une idée qu'Égypte, elle pourra bien construire, pas seulement au sein du Nil, mais encore elle peut construire des villes dans le désert, et ce qui va attirer beaucoup d'investisseurs parce que avec ce développement qui est au sein, par exemple, si on va prendre l'Alexandrie, c'était la ville d'Alamin, qui est tellement attirante que c'est la première ville qui se met en place à Marsa Matruh, ou dans la ville de Marsa Matruh. Et en tant que la capitale administrative, il y avait les autorités administratives vont se déplacer là-bas pour exercer leur activité. Donc ça pourra donner à l'investisseur une idée que l'Égypte est en train de s'avancer, et ça donne le courage à l'investisseur de venir et donne la sécurité à l'investisseur d'injecter les capitaux en Égypte sans aucun problème. Je crois qu'également, ce n'est pas uniquement une construction d'une nouvelle ville dans le désert qui compte, mais ce sont les capacités d'une telle ville, puisque cette ville est considérée comme une ville de la 4e génération, une ville qui offre des services pas comme les autres aux citoyens, construite avec des mesures écologiques importantes, et également qui prend tout ce qui concerne la 4e révolution industrielle, le monde digital numérique en considération. Alors, travailler et vivre dans la capitale administrative, ça sera une expérience à voir, à estimer et également à louer. Qu'est-ce que cette capitale va offrir alors aux Égyptiens qui n'est pas offert par l'ancienne capitale? Ça donne une vision de développement, ça donne une vision que l'Égypte, elle a la capacité de construire des villes ou des capitales au sein du désert. Donc, par exemple, il y avait la ville du Caire est devenue tellement embouteillée. Donc, si on va sortir au sein de la capitale Caire, l'ancienne, on va régler le problème immobilier. On va régler les problèmes routiers, l'embouteillage et même la pollution qui est devenue catastrophique ici au Caire. Donc ça ouvre beaucoup de visions, ça ouvre beaucoup de chances de sortir, de voir qu'est-ce qui est nouveau, comme par exemple le Dubaï. Ça a une vision de développement. Également, parmi les grands projets qui marquent la réforme économique en Égypte, on doit citer le nouveau canal de Suez et la zone industrielle du canal de Suez, ou la zone économique du canal de Suez, qui est également au cours de laquelle il existe cette zone industrielle. Alors, le nouveau canal de Suez, ce n'est pas uniquement une voie maritime qui relie l'Égypte au monde entier, l'Afrique à l'Europe, mais également à travers la zone du canal du Suez, il existe toute une zone économique avec plein de projets et de services qui sont là afin de venir à l'aide des investisseurs. Comment jugez-vous cette expérience? Effectivement, le canal de Suez, je parle à l'ancienne. C'est un projet qui est tellement important pour l'Égypte et qui relie et met l'Égypte dans le centre du monde, de Moyen-Orient et Nord d'Afrique, Afrique du Nord. Mais pas ça seulement. La nouvelle canal de Suez va offrir encore des stratégies, va offrir des possibilités d'aggraver ou d'évaluation de la commerce mondial
en général, ça va parce que l'ancien canal de Suez, c'est tellement petit et ne prendra pas toute la capacité des bateaux ou des navires qui passent par là. Donc la nouvelle canal de Suez va aider en plus la commerce international en général et effectivement la zone économique qui est là-bas pour Saïd va aussi aider les commerçants à les produits, à vendre le produit à vendre les produits, pas seulement égyptiens, mais dans tous les pays. Et ça sera sans douane, sans payer de douane, sans taxe. Donc ça donnera encore un point en plus pour les... Et concernant, si on va parler par rapport au canal de Suez, il y a encore par rapport à la facilitation de commerce entre les pays, l'Égypte a signé un accord de COMESA qui est au sein des pays africains. Aussi le traité Agadir, qui est effectivement un accord entre le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et le Jordanie pour faciliter le commerce entre ces 4 pays. Il y a encore un accord entre l'Union européenne et l'Égypte, qui est un accord de commerce qui aide effectivement de faire le commerce réciproque entre les produits européens et égyptiens avec un taux de douane moins que les autres. L'Égypte également est un large marché consommateur et également jouit d'une population jeune, ce qui signifie une main-d'œuvre bien formée et également une main-d'œuvre qui peut répondre aux besoins du marché du travail. Comment l'Égypte peut-elle profiter de ces deux atouts, la consommation élevée et la main-d'œuvre qualifiée? Premièrement, concernant la main-d'œuvre égyptienne, il y a 2 qualifications. Premièrement, qu'elle est bien entraînée et deuxièmement, qu'elle est moins payée, effectivement. Et le moins payé, ce n'est pas un point négatif du tout, c'est un point positif parce que comme ça, les investisseurs, en venant, il va mettre en place, il va mettre en esprit que oui, la main-d'œuvre, il ne va pas payer beaucoup concernant la main-d'œuvre, comparant à autres nationalités. Deuxièmement, concernant la capacité des main-d'œuvre, donc il va prendre les deux, le bon prix et l'expertise. Parce que la main-d'œuvre égyptienne est qualifiée comme une expertise, expertise pour dans tous les domaines, oui, la main-d'œuvre égyptienne est demandée partout et on peut citer par exemple l'artisanat égyptien, puisque récemment nous avons vu l'exposition qui a été parrainée par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi pour l'artisanat égyptien et la main-d'œuvre, avec vraiment un public acharné et des produits vraiment qui suscitent l'admiration et à voir et à acheter. Et également, on a parlé de cet atout très important, ce marché de consommateurs, puisque l'Égypte possède 110 millions de consommateurs. C'est vraiment une force d'achat qui peut aider l'économie égyptienne et donner un soutien au commerce égyptien et également aux produits égyptiens. Concernant la main-d'œuvre, on a déjà dit que l'Égypte a fait beaucoup de projets africains dans l'agriculture, l'électromagnétique, l'hydroélectrique, la routière, les projets routiers. Donc, ces projets-là ont besoin de main-d'œuvre égyptienne pour travailler au sein de ces projets. Et par conséquent, pour que les investisseurs aient confiance de ces investissements, donc
l'Égypte a mis en place de recruter ces main-d'œuvre parce qu'elles ont des expertises dans le domaine d'agriculture, dans le domaine de commerce, dans le domaine d'infrastructure, de construction. Et on savait bien ça par rapport aux travaux infrastructures qui se passent ici en Égypte, et spécialement au Caire, les ponts, les rues, les routes. Donc, ça donne quand même un point positif concernant la main-d'œuvre égyptienne. C'est vrai que l'Égypte actuellement est en train de réaliser son programme de réforme économique, une vision 2030 qui a été mise en œuvre en 2014, réalisée actuellement et également qui met en relief l'importance de l'infrastructure, des investissements étrangers directs. Et on a vu que l'Égypte a pu résister devant un défi mondial qui était le Covid-19 avec une performance économique louée par les grandes institutions financières internationales. Je tiens à remercier notre invitée Nagwa Tarek, qui est conseillère juridique et conseillère d'investissement. Merci bien d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe de Direct et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur LTV International. Au revoir.